La folie Barknuckle. On va en parler. Je m'attendais pas là. On va parler du Bare Knuckle, les gars, et l'organisation BKFC Bare Knuckle Fighting Championship. Conor McGregor comme nouvel investisseur, l'un des copropriétaires de l'organisation. Mike Perry en superstar et toutes les choses intéressantes qui s'y passent. Car oui, il y a quelques années, on voyait ça comme une vulgaire attraction, quelque chose un peu à la manière du Power Slap de l'UFC. On se disait, bon, pour l'instant, c'est une petite ligue, un petit sport, mais on a l'impression qu'il se passe véritablement quelque chose avec cette organisation et ça va peut-être être la chose à suivre pour les prochaines années, n'est-ce pas, Rust? Eh ben oui, absolument. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, Power Slap, du coup, c'est les concours de gifles, ou ceux qui connaissaient pas, et concours de gifles dont Dana White, président de l'UFC, avec Hunter Campbell, ils ont lourdement investi dans ce truc-là. Soit. Donc oui, il y avait Knucklemania la semaine dernière, et donc c'est là que Mike Perry a fait son retour face à Thiago Alves, vétéran de l'UFC. Il s'est imposé par KO, si je ne m'abuse. Oui, en 1 minute. Pas mal, mais bon, c'est vrai que bon, il y avait... C'était pas une surprise pour moi, c'était une surprise pour toi? Qu'il allait gagner, non, mais aussi rapidement, impressionnant quand même, parce que bah voilà, il y a probablement le droit à absolument tout ce que tu veux en termes de suppléments alimentaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et un Thiago Alves, on rappelle quand même Thiago Alves qui avait challengé pour le titre contre Georges Saint-Pierre. Et à l'époque, c'était avant l'USADA. Et maintenant, du coup, je m'étais dit, vu que peut-être qu'il y a le droit de se remettre un peu sur les suppléments mexicains, peut-être qu'on allait avoir un mec solide. Et en fait, bon, bah voilà, peut-être qu'il n'est effectivement revenu que pour le chèque Thiago Alves. Mais enfin, en tout cas, ça restait quand même un gros nom. Et Mike Perry a fait ce que Mike Perry fait de mieux, quoi. Et donc Mike Perry toujours invaincu en bare knuckle. Cette organisation, le même soir que Knucklemania, ils ont annoncé, enfin en tout cas c'est Conor McGregor qui a annoncé que Conor McGregor Sports and Entertainment, enfin McGregor Sports and Entertainment devenait copropriétaire de la ligue, qui est un move énorme, moi je trouve. Parce que même si, pareil, il n'a pas donné les parts qu'il prend, je pense que c'est anecdotique, enfin on va dire 1-2% max, mais t'as quand même la plus grosse star des sports de combat qui investit dans ta ligue. Bah, et puis c'est ce que disait David Feldman, qui est le président du BKFC, c'est même si c'est symbolique ou presque, enfin c'est quand même quelque chose, mais le simple fait que un, il s'y intéresse et deux, décide d'en faire la promotion. Il y avait déjà eu le fameux stare down, le fameux face-à-face entre Conor McGregor et Mike Perry, qui à l'époque, McGregor n'avait aucun, forcément d'intérêt à le faire. C'était le moment où il voulait absolument combattre tout le monde, etc. Donc probablement qu'il n'a pas résisté à l'envie. Mais là, le fait qu'effectivement, il s'y investisse avec ses propres deniers, c'est énorme. Parce qu'on sait qu'il a quand même aussi de la puissance de frappe médiatique dès qu'il fait quelque chose, Conor McGregor. D'ailleurs, c'est marrant, je ne sais pas si tu as vu, il a commencé déjà à placer ses pions. Et sur Instagram, le post pour faire la promotion de ça, il est en copromotion avec Forged Irish Stout. C'est quoi? C'est ses restaurants ou sa bière ou ses restaurants, je crois, un truc comme ça? Ouais, c'est sa bière Forged Irish Stout. C'est sa bière. Ouais. Ouais, voilà. Donc mais il est trop fort. Il a vraiment des billes partout. Et du coup, donc, lors des conférences, par exemple, de presse d'après combat, où il y a Mike Perry qui fait des énormes chiffres. D'ailleurs, il fait des interviews à 250 000 vues, ce qui est vraiment, enfin, c'est quand même assez énorme sur les chaînes américaines. Et ben derrière, sur le petit étendard, il y avait Forged Irish Stout. Donc, c'est énorme. C'est énorme que Conor McGregor, qui a dit d'ailleurs, bon, c'est peut-être pour la formule plus qu'autre chose, parce qu'on connaît l'UFC, mais Conor McGregor qui a dit qu'il ne finirait pas sa carrière avant d'avoir fait un combat en boxe à main nue, donc probablement maintenant au BKFC si c'était le cas, c'est sûr. Et ça, effectivement, plus le fait que, ils mènent vraiment bien leur barque, ils font des choses qui intéressent. Alors, bon, on sait que c'est pas parce qu'il y a des idées très originales et très bonnes que forcément c'est quelque chose qui cartonne, puisqu'on a les précédents Affliction, qui était une énorme organisation de MMA qui voulait tout niquer sur 3 événements, et en fait, ils ont coulé avant même de faire le troisième. Il y a aussi le ONE FC qui ont des super idées, mais dont on sait que c'est un peu compliqué de revenir à l'équilibre financièrement, etc. Alors, quand on parle de super idées, c'est par exemple Demetrius Johnson contre Rod Tang avec des règles mixtes, etc. Enfin, vraiment, ils font des super trucs. De la même manière, le BKFC,
au-delà du fait que vraiment ils récupèrent toutes les stars qu'ils peuvent, mais de la boxe anglaise comme du MMA. Donc il y a eu Mike Perry bien sûr qui est leur superstar, mais Luke Rockhold, Eddie Alvarez, Chad MVP. Mendes, MVP Michael Venom Page qui a donc perdu contre Mike Perry, Alfredo Angulo qui est un ancien boxeur pro qui avait affronté Canelo Alvarez et vraiment de classe mondiale, ancien champion WBO il me semble. Il y avait eu Paulie Malignaggi aussi. Donc, ils ont quand même des noms. Alors oui, bien sûr, généralement, c'est un peu soit la maison de retraite, soit des gars qui sont un peu réchauffés par rapport à leur sport de prédilection, soit MMA, soit boxe anglaise. Mais enfin, ils sont très forts pour choisir des profils qui font du spectacle avant, pendant et après les combats. Et là, ils sont très, très forts là-dessus. C'est là où Mike Perry vraiment maintenant brille. C'est que c'est la coqueluche parfaite, pas la coqueluche, merde, c'est Footix dans 98, c'était la mascotte. C'est vraiment la mascotte du BKFC, mais la mascotte parfaite. Il fait du trash talk, il est haut en couleur avec son style un petit peu de la Floride, avec ses trucs en mode Miami Vice, etc., sa manière d'être et de parler. Il est parfait et il met des sales KO. Et en plus, quand vous allez regarder là, tout à l'heure, je suis allé regarder un peu la liste de tous les combattants du BKFC. Bah, clairement, ils sont choisis. Alors, soit c'est Kid Love ou la poule, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un vécu incroyable et que du coup, ils viennent ensuite au BKFC parce que c'est quand même un sport qui est assez spécifique. Faut oser y aller. Mais en tout cas, tu as vraiment l'impression que c'est une galerie de tireurs d'un film de Sergio Leone. Ils ont tous des gueules incroyables. C'est génial. Donc, il y a vraiment quelque chose. Et puis, même les règles, on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts, mais le fait que ce soit des rounds de 2 minutes sur 5 rounds maximum, etc. Donc, c'est ultra rapide. C'est vraiment fait pour qu'il y ait du spectacle et que ce soit des sprints. C'est vraiment très intéressant. Et donc, là, ils ont révélé il n'y a pas longtemps les salaires des combattants pour le dernier événement du BKFC dont Mike Perry était la star. C'est pas eux, Et c'est la commission athlétique de Californie qui a révélé les salaires. Ouais, autant pour moi, pardon. Mais et donc, alors déjà, ils ont ce qu'on appelle un payroll, c'est-à-dire si on cumule, si on fait la somme de tous les salaires des combattants et combattantes qui étaient présents sur la carte, on totalise déjà 1 369 000 $. Rien qu'un événement de MMA qui coûte 1 369 000 $ en termes de logistique, ce serait absolument monstrueux. Bon, à notre minuscule millionième de microtième de niveau, bon, on sait que ça coûte quand même cher, mais des sommes comme ça, c'est monstrueux. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de devoir payer tous ces combattants-là ce prix-là, ils ont toute la logistique, etc. Donc, c'est des événements qui leur coûtent très cher, mais ben, tu vas peut-être, si on a des infos, en tout cas, nous parler de comment est-ce qu'ils arrivent à être rentables, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'ils font leur modèle économique. Mais enfin, en tout cas, ça fait parler, ça fait du chiffre. En termes de pay-per-view, on sait qu'ils avaient des ambitions qui, pour l'instant, ne sont pas vraiment rentrées dans le rang parce que, par exemple, je crois que c'était pour donc Mike Perry, le Rockhold, il visait quelque chose comme 250 000 pay-per-view et les trends allaient vers ces chiffres-là parce que ça c'est vraiment le buzz et finalement en fait ils se sont fait exploser par le streaming illégal et en gros ils ont estimé, je crois qu'il y avait eu plus d'1,3 million adresses IP uniques qui avaient streamé le combat illégalement et eux ils étaient arrivés à vraiment en rampant à peu près 100 000 pay-per-view vendus, ce qui est quand même pas dégueu hein, honnêtement. Donc, mais voilà, c'est très intéressant et je finirai là-dessus et après je te laisse tout ça parce que là c'est plutôt ton domaine. Mais sur le payroll, c'est-à-dire les payes des combattants, Mike Perry, qui est payé 600 000 $ pour combattre au BKFC en main event. Et ils font un comparatif sur le visuel avec les salaires de l'UFC 298 où Robert Whittaker, en ayant pris sa bourse de victoire, était reparti avec 400 000 $. Ilia Topuria, pareil, il était reparti avec 400 000 $. Il n'y avait que Alexander Volkanovski, en fait, sur la carte, qui était payé plus de 600 000 cumulés avec 750 000 $. Alors, il faut garder à l'esprit, bien sûr, que après, quand tu es à l'UFC, bon, tu as une visibilité, c'est totalement différent sur l'argent que tu fais hors des combats en termes de sponsoring. Et puis, il y a les bonus etc. de vestiaire, de pay-per-view, tout voilà. ça. Mais en tout cas, ne serait-ce que comme ça, en face value, comme ça, juste en vitrine, c'est en tout cas déjà plus que ce que ne peuvent se permettre énormément d'organisations de MMA mondiales. Donc c'est quand même déjà assez énorme pour le BKFC. Et en plus, et pardon, je finis là-dessus, mais en plus, au-delà des stars UFC, des anciennes stars de la boxe qu'ils arrivent à amener, ils font aussi des trucs, tu sais, avec ce qu'ils ont fait en Thaïlande, avec Boako versus Senchai en Muay Thai à main nue et tout. Enfin, ils sont ambitieux. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions visiblement. Est-ce qu'ils ont du coup un modèle économique qui est durable? Tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Je ne sais pas si on a beaucoup d'infos, en fait, mais c'est vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que déjà ils avaient fait le move avec c'était la plateforme Thriller qui avait racheté
Trailer. déjà le BKFC il y a quelques temps. Donc là, il y a Conor McGregor qui s'ajoute à ça. Moi, le seul truc là aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, ils arrivent à chaque fois à susciter de l'intérêt. Les deux points pour lesquels moi j'ai un peu de questionnement par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, oui, ce qui est bien, c'est que quand on pense boxe à main nue, on pense à cette ligue-là. Quand on pense quelle est la plus grosse superstar, c'est Mike Perry. Mais est-ce que c'est vraiment durable? Parce qu'on sait que les gars quand même peuvent prendre pas mal de dégâts. Et deux, est-ce qu'ils vont réussir? Parce que pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est là qu'ils arriveront à se faire le plus d'argent possible et à vraiment devenir une organisation pérenne, c'est à construire des talents. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, là où ils font le plus de buzz, c'est des gars qui ont déjà une histoire. Mike Perry, on le connaît grâce à l'UFC. Paulie Malignaggi, on le connaît par son bif avec Conor McGregor et par ce qu'il avait fait en boxe anglaise. Mais est-ce qu'ils vont réussir à avoir leur propre gars qui démarrent véritablement par ce sport et qui vont faire toute leur carrière au BKFC? C'est vraiment là pour moi où est toute la question, et surtout, est-ce que c'est possible que les mecs restent tout le temps dans cette discipline-là? En tout cas, là, avec Mike Perry, en tout cas, effectivement, lui, il reste parce que c'est la star. Mais c'est vrai que pour le reste, ça a l'air d'être beaucoup des one-shots un peu plus. Notamment, par exemple, t'as un autre de leurs talents, Paige Van Zandt, qui, je crois, avait fait quelques combats avec eux, qui va un petit peu ailleurs, etc. Il y a beaucoup de one-shots, Eddie Alvarez, Luke Rockhold, etc. Mais ils sont obligés de faire ça, parce que s'ils veulent attirer des talents, mais sans devoir les lier avec des contrats longs, ils sont obligés de faire ça. Et c'est une stratégie qui est absolument qui marche bien, je pense. Mais après, est-ce qu'il est possible de construire des talents en bare knuckle? Alors là, je pense même pas, parce que si tu es un jeune talentueux dans les arts martiaux, les sports de combat, ce que tu vises, c'est le MMA, ce que tu vises, c'est la boxe anglaise. Je pense que personne ne visera d'abord à 22 piges en arrivant, je veux être champion du monde de bare knuckle et en faire ma carrière, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi, même au-delà, tu vois, de pouvoir faire grandir des talents au sein du bare knuckle, c'est réussir, et là je pense que c'est aujourd'hui en tout cas un peu compliqué pour eux financièrement, tu vois, de pouvoir recruter des mecs dans leur prime. Parce que c'est vrai que là aussi où pour moi ça changerait beaucoup de choses, c'est qu'il y a des mecs du MMA hors Conor, tu vois, parce que Conor on sait, enfin, je veux dire, financièrement il a plus besoin de ça, donc il peut se permettre de dire pourquoi pas tenter ça, pourquoi pas tenter autre chose, mais tu vois que des gars qui soient comme Sean O'Malley disent franchement, faire un combat de bare knuckle, ça m'intéresserait. Pour que il y ait, pas des vocations qui se créent, mais tu vois qu'il y ait quand même que les gens se mettent à fantasmer, de se dire, tu vois, ne serait-ce qu'un truc complètement con, mais tu vois, tu te dis, putain, ouais, Francis en bare knuckle. Enfin, ça avait même pas été la question, parce qu'on se souvient quand il partait de l'UFC, Dave Feldman avait dit, ça coûte beaucoup trop cher, ses prétentions, voilà, et même Francis n'en avait pas parlé en interview. Mais être dans un truc un peu comme ça, parce que, mine de rien, quand tu mets boxe à main nue avec des gars qui peuvent claquer des KO de l'espace, ça devient tout de suite hyper intéressant. Donc, s'ils arrivent à piocher ici et là des gars qui sont, enfin, sportivement là, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens. Ouais. Non, c'est clair. Après, moi, un truc que je vois bien, c'est, bon, on sait que c'est par les poids lourds que tout passe généralement. Ils ont des bons poids lourds. Ils ont l'ancien mec de l'UFC, Ben Roswell, etc. D'ailleurs, qui a combattu deux filles, un autre gars de l'ancien de l'UFC. Mais je vois bien un délire où t'as, tu sais, des mecs qui viennent du foot américain ou un truc. Le problème, c'est qu'eux, ils sont payés des millions au foot américain, donc ils n'ont aucune raison, à part pour le fun, de venir et d'essayer. Mais des monstres qui viennent au BKFC, et ensuite, t'as du coup tu aurais des combattants de MMA, peut-être, UFC non, parce que de toute façon, l'UFC, je pense, n'acceptera jamais. Déjà, en boxe anglaise, c'est la mort. Mais d'autres organisations ou d'agents libres, effectivement, mais il y avait je vais venir me tester. Mais il y avait des accords entre l'UFC et le BKFC. On se souvient pour Chad Mendes, où en gros l'UFC avait facilité sa venue au Bare Knuckle Fighting Championship. Puis même il y avait eu je crois qu'on en avait parlé brièvement au cours d'un podcast, il y avait même eu des rendez-vous entre Dana White et Dave Feldman. Ouais, ils avaient des bonnes relations. Ouais, ils ont des bonnes relations. Mais c'est pour ça. Et honnêtement, un truc un peu comme ça marrant où tu aurais un combattant, un poids lourd de l'UFC, mais pas forcément une de leurs stars, bien sûr, parce que ça reste un risque quand même. C'est un sport où le plus vite possible, tu dois, à l'aide de tes 2 points, exploser le mec en face. Donc, tu as toujours un risque. Mais honnêtement, ouais, des poids lourds un peu intéressants ou un peu marrants qui seraient un peu dans le mou du classement, mais qui auraient quand même une petite hype à l'UFC et qui iraient se cartonner contre des mecs, tu sais, des anciens footballeurs américains, des trucs comme ça. C'est con, tu vois, mais c'est le genre de truc qui, à mon avis, tu peux le vendre. Ça, je sais pas. Ça, en vrai, tu vois, je sais pas. En vrai, je pense pas, parce que il s'éloigne même un petit peu de ça, le BKFC, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de gagner en respectabilité. Tu vois, de dire, c'est pas juste la foire. On est une discipline à part entière.
et en gros d'essayer enfin, je veux dire, tu vois, le Luke Rockhold contre Mike Perry, c'est pas sportivement, c'est des mecs qui étaient quand même là il y a pas si longtemps que ça. Et je pense que il y a aussi cette volonté là un peu de s'éloigner de ce truc un petit peu phénomène de foire, parce qu'on se souvient aussi, on en avait parlé il y a 2-3 ans, comme quoi le BKFC à l'époque c'était limite dangereux en termes de santé pour les combattants, parce qu'il y avait eu un mort dans cette ligue là, et nous on s'était dit bon, c'est vrai qu'il va peut-être falloir qu'ils, plutôt que de se dire on vise le chaos à tout prix et de prendre des mecs qui ont absolument pas la situation enfin sportive, et ni même l'âge et puis la forme pour être là, de prendre des vrais athlètes. Et moi je me dis il y a aussi peut-être cette volonté là du côté de Dave Feldman de se dire bah aujourd'hui, ok, on part avec un sport où c'est le truc le plus sanguinolent qui existe, c'est hyper difficile quand même de passer sur ESPN ou à des heures de grandes écoutes, donc essayons d'avoir un espèce d'habillage où tu te dis que en termes de, bah, un peu comme ce que fait l'UFC avec le Power Slap, parce que habituellement quand on voyait les concours de baf, c'était des trucs au fin fond d'Europe de l'Est, c'était un peu compliqué. Là ils ont réussi à rendre ça à peu près clean. T'as Tom Brady qui va être là, t'as Travis Scott qui va aussi voir les événements, c'est à peu près, enfin t'as presque du mal à te dire les gars se distribuent des commotions, et je pense qu'il y a un petit peu cette volonté là avec le BKFC, tu vois, de se dire comment rendre à peu près propre un truc qui sur le papier, bah quand vous pensez boxe à main nue, vous vous dites bah ça se passe plutôt dans des caves et ça va être avec des mecs un peu recommandables, on va dire. Ouais, c'est vrai, bah d'autant plus que c'est vrai qu'en termes là d'habillage, pour le coup, que ce soit sur les événements en eux-mêmes ou même sur leurs réseaux sociaux, etc., c'est vraiment très très propre hein, ce qu'ils font. C'est vraiment super pro, super propre. Donc, bah, effectivement, bah là, mais bon, bah, tu vois, du coup, je suis en train de regarder par exemple leurs 3 événements qui sont pinned, qui sont marqués sur Instagram. Je crois que donc ça doit être Daniel Strauss, qui est un ancien du Bellator, que je vois là. Oh, contre Jimmy Rivera. Ben bon, bah voilà, c'est intéressant. Mais enfin, sinon, à part ça, c'est vrai que je connais pas grand monde. Trinidad Snake contre Peg, je ne connais pas. Stewart Duran, Richardson Blas, Warren Escoboza. Mais après, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure en début d'event, c'est est-ce qu'avec des gens pas forcément connus, mais juste avec la marque BKFC, tu peux vraiment vendre des events? Est-ce que c'est possible ça? Eh bien monsieur, c'est le gros problème qu'il y avait eu aussi, je crois, je sais pas si c'est Trinidad, c'est un des gars qu'ils ont qui est champion du BKFC, en gros est vraiment devenu une star au BK. Enfin, en gros, il a une nouvelle carrière chez eux, mais le problème, c'est qu'il avait montré ses limites soit en boxe anglaise, soit en MMA. Donc c'est ce qui est un peu compliqué. Ok. Moi, là où je pense que ce serait possible, c'est d'avoir une stratégie où t'as un mec, mais comme tu le dis, c'est compliqué de réussir à convaincre un gars qui fait partie de l'élite, soit en MMA, enfin en tout cas, qu'à ce petit tampon. Enfin, imaginez un gars comme Baki, enfin je veux dire, voilà, quand vous voyez que Mike Perry s'est fait 600 000, Baki ou Doumbé, il pourrait se dire, je vais au BKFC. Sauf que, bah à cet âge-là, tu te dis t'as tout intérêt à aller en MMA. Mais tu vois, d'avoir des gars comme ça qui sont pas déjà à l'UFC, qui sont au début de leur carrière, on sait qu'ils ont un potentiel de fou, et tu les fais signer au BKFC. Moi, je me dis, ça peut être, enfin, je veux dire, un Doumbé en bare knuckle, ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, Doumbé contre Mike Perry, ça m'intéresse. Bah ouais, et en fait, bah oui, parce que bah tout simplement, en fait, t'as envie de voir les meilleurs du monde dans leur domaine qui affrontent. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Michael Venom Page, c'est ce qui s'est passé pour Mike Perry avec Luke Rockhold, c'est bah, tu prends du MMA ou du pur kickboxing, du pur kickboxing, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que Cédric Doumbé contre Mike Perry en kickboxing, il fait de Mike Perry sa chose, Cédric Doumbé. Mais effectivement, comme on l'a vu, des mecs comme Artem Lobov, qui était très moyen en MMA, réussir à battre un ancien boxeur professionnel en la personne de Paulie Malignaggi, bah, tu as envie de te dire qu'est-ce que donne dans ces conditions-là et dans ces règles-là quelqu'un qui est ouais, c'est ça, du pédigré d'un Cédric Doumbé ou d'un Tyrone Spong ou un mec comme ça, enfin tu vois, des gars comme ça, dans des règles un peu bâtardes comme celle-là et un peu hybrides. Donc c'est vrai que non, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Mais bon, à suivre en tout cas pour la suite. C'est juste ça, moi, la question que je me pose, c'est à quel point ils arriveront à devenir mainstream. Et surtout, ah oui, et ça c'est le dernier truc, c'est combien de combattants, mais vraiment, et ça c'est une vraie question pour moi, combien de combattants après avoir fait un combat ont envie d'en refaire en bare knuckle? Je pense qu'à part Mike Perry, il n'y a pas grand monde. Ouais. Parce Ouais, parce que tu as énormément de coupures, énormément de. C'est et vrai que c'est ouais. un peu. Bah, il a demandé à Luke Rockhold comment il a terminé après Mike Perry.
Je crois qu'ils avaient fait des études là-dessus et en gros, t'as pas forcément de plus gros risque de te péter, paradoxalement, hein, alors qu'on penserait instinctivement, mais t'as pas beaucoup plus de risque de te péter la main qu'en MMA nécessairement, mais par contre, tu as énormément plus de blessures superficielles, de coupures, d'empêtés, de trucs comme ça, effectivement. Et donc, il faut. Enfin, on en avait fait une vidéo, mais quand tu vois effectivement comment la plupart du temps, après chaque combat, les mecs finissent en. C'est des peintures abstraites de sang et de tissu cicatriciel, quoi. C'est vraiment assez. Il faut te dire que ton image sera associée à ce à quoi tu vas ressembler à la fin du combat, même si tu gagnes, quoi. C'est clair. Et c'est pour ça qu'un mec dans son prime, c'est là que c'est un petit peu compliqué et que ça Ouais. reste. Sauf si ils arrivent à créer un truc qui serait, tu vois, un partenariat avec soit UFC, PFL, enfin peu importe, ou justement, et là je pense qu'il y a pas mal de gars qui pourraient se dire, tu vois, t'essayes une fois un espèce de délire à la BMF, tu vois, t'as l'espèce de ceinture universelle BKFC, tu fais un Ouais. seul combat, tu la gagnes et puis basta, c'est terminé, et tu gagnes. Par contre, je pense que voilà, je pense qu'aussi t'as quand même ce côté où, enfin, tu vois, un mec comme Luke Rockhold, où on avait ce sentiment un peu de, pas qu'il abandonnait les combats, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont respecté le fait que le mec fasse un combat en bare knuckle, tu vois. Et Mhm. je pense que t'as quand même cette touche-là avec ce sport qui fait que pour certains gars, bah ça peut, tu pourrais te dire, waouh, le mec a quand même tenté ce truc-là, parce que t'as les gars type Eddie Alvarez, où oui, y a pas de problème, vous regardez comment il combat en MMA, et Mike Perry, vous n'êtes pas surpris, mais des mecs comme Luke Rockhold, mais même Paulie Malignaggi, oui, il a perdu, mais c'était quand. Et Michael Venom Page aussi. Michael Venom Page, tu prends un énorme risque en allant en bare knuckle. Darren Till, là c'est le gros combat qu'ils essayent de faire, c'est le, enfin, le plus gros fight à faire en ce moment, c'est Darren Till contre Mike Perry en bare knuckle. Bah on sait que pour lui ce serait un très très gros risque d'affronter Mike Perry, tu vois. Et c'est vrai que un Darren Ouais. Till qui, bon, peut-être que vous le savez pas parce qu'on n'a pas l'occasion d'en parler en ce moment puisque Darren Till n'est Parce qu'il plus à n'existe plus. l'UFC. Oui. Voilà, exactement. Donc Rust aime beaucoup Darren Till. Et tu vois, un gars comme Darren Till, je me permets de le dire, qui pour moi a un peu bazardé sa carrière de MMA. Ses derniers combats, c'était une parodie de Darren Till, tout simplement. Si le mec va en bare knuckle, je dirais ok, t'es pas juste là pour prendre le chèque, parce que t'as aussi ça, tu vois. Faire un combat en bare knuckle, pour moi, t'as pas ce côté, tu viens pour prendre le chèque, comme par exemple Nate Diaz l'a fait contre Jack Paul, où ça m'a vénère, parce que on voyait que le gars venait pas pour combattre. En bare knuckle, bah, va prendre le chèque contre Mike Perry, tu vois, tu vas perdre des dents, tu vas, enfin, ah Bah, ouais. moi, Oh par exemple, Thiago Alves, j'ai eu un peu l'impression qu'il savait qu'il était plus trop là, mais ouais. qu'il fallait qu'il vienne. Tu vois. Oui, bah et c'est ce que je disais en préambule justement. Tu vois, avec Mike Perry, Thiago Alves, j'ai pas du tout compris le booking de la part du BKFC. Parce que Thiago Alves, Mm. ça fait un moment qu'il a pas combattu. Son run, enfin la fin de son run à l'UFC, c'était plus le vrai Thiago Alves. Enfin, j'avais vraiment l'impression que là, c'était plutôt, on a le gros event, faut qu'il y ait Mike Perry, on lui file un gars pour avoir un highlight et on essaye de construire un petit peu la suite. Tu vois. Parce que Ouais, et puis ouais, même, je veux dire, bah, ouais. et puis en soi, c'est un peu dur, mais enfin, pas que tout le monde s'en fout de Thiago Alves, mais enfin, il y a Non, j'ai bah oui, vu personne qui était il était à derrière lui, son tu vois. prime il y a 10 ans, quoi. Voilà. Oui, oui, non, non, c'est sûr. Il était le plus connu qu'ait été Thiago Alves, c'était quand il affrontait Georges Saint-Pierre, et c'était effectivement il y a probablement 10 ans, donc ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et les autres gars, par contre, tu vois, Michael Venom Page, c'était un. Enfin, il y a qu'à voir sa tête à la fin. D'ailleurs, un combat, peut-être qu'il l'a gagné, hein, ça dépend. Je me Bref. souviens plus. Ouais. Bref, c'était extrêmement serré en tout cas, mais voilà, tu vois, et c'est ce que j'aime bien, tu vois, avec ce sport, c'est que t'es vraiment dans un truc où tu sais que ça ne va pas être facile quoi qu'il arrive. Et tu sais que ça va pas être facile quoi qu'il arrive, et tu sais vraiment pas ce qui peut se passer. Je veux dire, Mike Perry, Conor McGregor, je ne sais pas qui gagne. Ouais, ouais, grave. Ah bah aujourd'hui, carrément. Surtout aujourd'hui. Et Ouais. puis même, ma mémoire me joue des tours, mais Mike Perry contre, c'est pas contre lui. Il y a un moment, ça a été dur un combat pour lui. C'est pas contre Luke Rockhold où il se prend un knockdown aussi. C'est possible, je l'ai plus en tête le combat, mais c'est fort possible. Mais bref, Ouais. mais globalement, la plupart des combats sont ultra spectaculaires. Enfin, bon, voilà, affaire à suivre. En tout cas, on a parlé Ouais. du Bare Knuckle Fighting Championship. Ils sont toujours là, ils font des moves qui nous paraissent intéressants. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'organisation. Au-delà évidemment hein, du premier ressenti que vous pouvez avoir, à savoir les mecs finissent tous en steak haché. Mais il y a aussi d'autres choses derrière ça qui sont assez intéressantes. Et on va voir ce qui peut se passer pour la suite. Ce serait aussi intéressant, mais là, le problème c'est qu'il y a Conor McGregor plus Thriller que
ils soient rachetés, tu vois, englobés dans une grosse ligue, que ce soit PFL ou UFC à venir. Parce que là, pour le coup, en vrai, Rust. Quand on voit que l'UFC, là, ils ont Power Slap. S'ils avaient le Bare Knuckle Fighting Championship, en vrai, Oh cette fameuse trilogie du banger, là, je pense que tu l'as. Hein. Ah bah effectivement, hein, c'est fort possible. C'est très très fort possible. Des gars qui sont plus trop dans leur prime, enfin je veux dire, Masvidal contre Nate Diaz, l'UFC les pousse sagement en bare knuckle. Ensuite, le mec qui est rincé de chez rincé, tu l'envoies à Power Slap. Ils ont complété le truc à tout jamais. Donc, donc à voir. Ciao, Sweet Pea. Monsieur Putain, moins 30% sur To My Sweet Pea. Avec le code La Sueur, puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Oh là là, oh là là. Ils ont sorti pour fêter leur anniversaire dignement. Holy, avec le code La Sueur 5, vous avez moins 5 €. Code La Sueur 10 si vous avez déjà commandé chez eux. Moins 10%. Ils ont sorti. J'ai la boîte dorée, mais je la montrerai au prochain. Exactement, ils ont sorti des packs pour célébrer leur anniversaire. Évidemment, en édition limitée, comme vous pouvez le voir. Et c'est disponible sur leur site. God damn it. Allez, see ya. I'm fucking coming for you!